Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h50 sur Radio Classique, c'est donc le lauréat du Grand Prix de l'économie qui est mon invité ce matin, prix organisé par Les Échos, Radio Classique avec le cabinet Freshfields Bruckhaus de Ringer. Bonjour Tidjane Thiam. Bonjour. Très peu de gens vous connaissent en France, vous êtes pourtant une star du business au Royaume-Uni. Votre parcours ressemble à un roman, premier ivoirien à intégrer Polytechnique au début des années 80, major de l'école des mines, embauché à 24 ans chez McKinsey, ministre du plan et du développement en Côte d'Ivoire. Vous avez ensuite fait carrière dans l'assurance au Royaume-Uni, donc vous dirigez depuis 2009 le groupe Prudential. Pourquoi ne pas avoir fait carrière en France comme la plupart de vos petits camarades de Polytechnique ? Écoutez, c'est un peu les hasards de la vie. J'ai commencé en fait ma carrière en France. J'ai passé une dizaine d'années en tout chez McKinsey à Paris. Mais la plus belle opportunité que j'ai eue dans ma carrière est venue d'Angleterre, un peu bizarrement. Mais disons que l'Angleterre m'a trouvé à Paris, puisque j'ai reçu un appel en fait de chasseur de tête, ce qui était pour moi une chose rare. Vous n'avez pas reçu d'appel de chasseur de tête en France? Non. Pendant ces 10 ans? D'entreprise française, jamais. J'ai dit un jour, c'était Monsieur Viennot, la Société Générale, qui m'avait invité à m'adresser aux 3000 dirigeants de la Société Générale, parce qu'il avait entendu parler de moi de Londres, et quand on s'est rencontrés, il était très surpris. Il me dit, mais vous parlez français? Je dis, oui, je suis pire, je suis même français. Et il m'a dit, j'ai vu votre parcours, vous n'avez jamais travaillé pour une entreprise française. Je lui ai dit, je n'ai jamais reçu d'offre d'emploi d'une entreprise française. Donc j'aurais eu du mal à l'accepter. Quelles leçons vous tirez de ce parcours assez atypique et de ce refus finalement de la France de vous avoir fait une place non, écoutez, en tant que dirigeant d'entreprise? Je crois que quand on est face à une population relativement diverse, pour utiliser un peu dans l'acception anglo-saxonne du terme, il faut une démarche un peu volontariste pour changer, si vous voulez, la composition de son recrutement. Ce que nous on fait en tant qu'entreprise en Angleterre, on fait très attention. Moi, je fais des rapports réguliers au conseil d'administration sur la proportion de femmes à différents niveaux, sur la proportion de non-blancs à différents niveaux. On fait ça de façon très explicite. Et c'est une démarche, je dirais, qui existe aussi au niveau de la société. Par exemple, en Angleterre, on a chaque année un rapport sur les contrôles d'identité de la police, qui est très public, qui les décompose par race. On sait très bien que les hommes noirs sont arrêtés beaucoup plus souvent que les autres, et on trouve que c'est pas normal, parce qu'on ne peut traiter que ce qu'on mesure. Donc on le mesure, et on a des actions pour le traiter. On peut mesurer les progrès de la police, et le patron de la police répond chaque année du comportement de ses employés. C'est quelque chose qui est, je dirais, présent à travers la société, et je pense que, de cacher les problèmes ne fait que les aggraver, parce qu'on n'a aucune chance de résoudre des problèmes qu'on ne reconnaît pas. Donc toutes ces questions de discrimination au logement, à l'emploi, je pense, sont traitées de façon beaucoup plus explicite dans les systèmes anglo-saxons. Donc le refus, moi je ne comprends pas le refus de la mesure, de mesurer en fait, parce que soit on est très bien, à ce moment-là la mesure va donner des arguments à tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de discrimination, soit on est très mal, et la mesure va permettre à ce moment-là d'identifier le problème et de le traiter. Mais je ne vois pas comment on peut être mieux dans tous les cas de figure en ne mesurant pas qu'en mesurant. Cacher les problèmes ne sert à rien, dites-vous. Est-ce que cette idée s'applique aussi à l'économie française selon vous? Je vois que c'est juste des principes un peu universels, même au-delà de la France. On sait très bien en gestion d'entreprise ce qui se mesure est géré, et ce qu'on ne mesure pas, on ne sait pas le gérer. Donc je crois que partir de faits et de données justes, c'est condition nécessaire, non suffisante, mais certainement nécessaire au succès. On voit par exemple le léger recul du chômage en octobre. Certains disent c'est déjà l'inversion de la courbe, mais le niveau reste à plus de 10%, alors qu'en Grande-Bretagne, par exemple, où vous êtes aujourd'hui établi, il est à 6-7%, malgré une crise tout aussi violente et malgré une politique de rigueur extrêmement plus dure qu'en France, avec des suppressions de postes dans la fonction publique. Oui, mais je crois qu'on a comment dire ça ? Il y a un dialogue qui existe en Angleterre, très organisé, très structuré entre le secteur privé et le secteur public, avec des objectifs communs. Donc, par exemple, le Premier ministre a un conseil qui se réunit tous les mois, le Premier ministre britannique, auquel j'appartiens, et ce sont des réunions où on parle de l'économie britannique. Moi j'y appartiens, il y a Vittorio Colao de Vodafone qui est italien, il y a Tom Enders de EADS qui est allemand. Et on se parle vraiment sans tabou directement. Sans tabou directement. Il y a le gouverneur de la Banque d'Angleterre qui vient, il y a Osborne, il y a Nick Clegg. On dit bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le chômage s'étend. On a par exemple créé un programme d'apprentissage, enfin de recrutement de jeunes non diplômés, mais qui a été promu par le secteur privé.
C'est nous qui nous réunissons et on dit à l'État, bon voilà ce qu'on peut faire pour lutter contre le chômage. Et ça ne coûte rien aux contribuables, ça n'accroît pas le déficit, et c'est très vertueux parce que en fait ça réduit le déficit, parce que ça fait moins de transferts sociaux pour supporter ces gens-là. Et on croit fondamentalement que c'est toujours mieux, je sais que c'est un peu une iconoclaste de dire ça peut-être en France, mais c'est vraiment toujours mieux d'avoir un emploi à quelque niveau de salaire que ce soit, que pas du tout. C'est vraiment un principe auquel tout le monde adhère et qui dirige l'action économique. Donc il y a eu un alignement du secteur privé et du secteur public qui, je crois, finalement bénéficie à l'économie. Et donc, on sait très bien, par exemple, sur le problème du chômage, que les jeunes qui ne sont pas rentrés dans le marché du travail à 30 ans ont une très forte probabilité de ne jamais y entrer. Donc, vraiment, on se concentre sur le premier emploi, sur tout l'aspect structurant, en fait, de se lever le matin, d'être dans une entreprise, d'être dans un... Mais dans une entreprise, pas dans un conseil général ou dans une association. L'emploi non marchand. Bien sûr. Les vrais emplois, les emplois durables de qualité, sont des emplois qui sont créés par le secteur privé. Vous avez fait de la politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez envie d'en refaire en Côte d'Ivoire ou ailleurs? Non, j'ai été guéri de ça par les militaires. C'est un remède très efficace. Je crois qu'une fois qu'on est passé à travers un coup d'État, on a... C'était en 99. En 99, vous étiez aux États-Unis et Conan Bédier a été renversé. Deuxième question, est-ce que vous auriez envie de revenir en France si l'occasion se présentait d'avoir un poste intéressant? Écoutez, moi j'ai toujours été très humble face à l'avenir. Une des choses que je pense qu'on retire d'études scientifiques, c'est une conviction forte que le monde est fondamentalement aléatoire. Donc j'évite de faire des projections ou des prédictions en général. Et la finance aujourd'hui, elle va mieux puisque vous avez été l'un des acteurs phares du secteur de l'assurance en Grande-Bretagne au moment de la crise des subprimes. Oui, ça va mieux. De toute façon, on est vraiment au cœur de l'activité. Moi, je défends le secteur financier. Je dis toujours, s'il n'y avait pas d'assurance, personne ne sortirait de sa maison. Chacun aurait une carabine, serait derrière sa fenêtre à protéger son château. Les gens peuvent partir, laisser leur appartement vide parce qu'ils savent qu'ils sont assurés. On joue un rôle absolument vital au fonctionnement de l'économie. Les gens acceptent de travailler parce qu'ils savent qu'ils ont une assurance maladie, ils ont une retraite, etc., etc. Donc c'est pas visible, mais c'est une contribution très forte. Et je dirais la même chose des banques. Il ne peut pas y avoir d'économie forte sans secteur financier fort. Il y a une raison pour laquelle le secteur financier croît autant. Si vous regardez la reprise américaine, elle part d'un diagnostic simple qui est que si on ne remet pas les banques sur pied, il n'y aura pas de croissance. Et donc, il y a eu un travail clinique d'assainissement des bilans des banques, parce qu'il faut que les banques prêtent. Et ça, c'est une chose aussi qu'en Grande-Bretagne, les gens ont compris. Il y a eu au départ la réaction anti-banquier, mais très vite, les gens ont compris que c'est la révolte des membres contre l'estomac. Je ne sais plus si c'était Platon ou Aristote qui raconte cette fable où ils disent mais il y en a marre, on travaille que pour l'estomac, il fait rien, il est là, on doit courir toute la journée, trouver de la nourriture, etc. Et donc les membres se mettent en grève contre l'estomac. C'est évident ce qui se passe très vite, l'affaiblissement de l'estomac. Voilà. Donc je dirais le rôle du secteur financier, il est très analogue à ça. Bien compris aux États-Unis, le redressement des banques a permis le redressement du marché immobilier qui conduit aujourd'hui à de la croissance. La grève des membres contre l'estomac, on restera sur cette métaphore. Tidjane Thiam, merci d'avoir été l'invité de l'économie ce matin sur Radio Classique. Je rappelle que vous avez été le lauréat du Grand Prix de l'économie 2013, Les Échos Radio Classique, avec le cabinet Freshfields Bruckhaus de Ringer. Il est 8h moins 2.